Binge Audio. Préparé avec amour et fait avec amour. En fait, je suis trop contente de ne pas être hétéro. C'est une grande joie pour moi. Je m'estime chanceuse. Ouais, le fait d'être sortie d'une norme, il y a toujours quelque chose de très satisfaisant aussi. C'est la sortie de la matrice. C'est une libération. Et oui, à l'extérieur de la matrice, le monde n'est pas tout rose. Mais au moins, on voit. Au moins, on a accès à une forme de vérité qui n'est peut-être pas aussi accessible quand on est dans la matrice. Donc on parle souvent, on parle de la marche des fiertés, on parle de out and proud, etc. Donc toute cette idée de fierté. Mais en fait, dans les faits, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie de ne plus voir l'identité queer, de ne plus voir l'amour queer comme quelque chose de déficitaire, quelque chose qui soit une version moins belle, moins légitime, moins naturelle que l'amour hétéro. On attend des personnes queer qu'elles aient cette sorte de positionnement un petit peu inférieur qui suggérerait j'aurais aimé pouvoir être hétéro, ce n'est pas possible pour moi, du coup je vis cette vie, mais j'apprends petit à petit à l'accepter et à me sentir malgré tout heureuse, presque comme vous. Mais cette sorte de hiérarchie qui est totalement implicite mais en même temps très très puissante. Et quand on essaye de parler du lesbianisme ou de la queerness en fait comme quelque chose qui puisse servir d'exemple en fait à la société, qui puisse aussi inspirer les hétéros, tout de suite c'est vu comme un renversement en fait des normes qui va remettre en question la hiérarchie établie. Suis-je lesbienne ? Une série documentaire de Rio Indigo et Naomi Titi. Épisode 5. Redonner l'amour aux femmes. Donc en fait, une situation où justement je parlais de ça en disant ouais non mais moi je suis trop heureuse, quel soulagement, et la personne en face de moi dit oui non mais enfin bon ça va, c'est pas une tare d'être hétéro. Alors qu'en fait je n'étais pas en train de dévaloriser l'hétérosexualité, j'étais juste en train de valoriser mon identité, ma vie, mon positionnement. Et c'est intéressant comme c'est interprété comme une dévalorisation. C'est-à-dire que les hétéros le font à longueur de temps, constamment. On est constamment bombardé en fait par un message qui nous dit que c'est le mode de vie le plus naturel, mais aussi le plus... c'est ce qui va nous apporter le plus d'épanouissement dans nos vies. Les groupes dominants, ils ont internalisé leur supériorité de manière tellement profonde. En fait, tout ce qui viendrait bouleverser ou heurter un petit peu cette position supérieure et peut-être abîmer un petit peu le piédestal sur lequel ils ont été posés, ça va tout de suite créer une fragilité. Et donc cette fragilité, on la connaît, donc elle vient des hommes, elle vient des personnes blanches, elle vient des personnes hétéros. C'est quelque chose que j'ai vu aussi par rapport à l'identité hétérosexuelle, que c'était quelque chose qu'il fallait protéger. Il fallait protéger cette supériorité. Parce que je pense aussi qu'à partir du moment où on essaie de déconstruire cette supériorité, il y a beaucoup de personnes qui se poseraient vraiment la question, est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? C'est-à-dire que l'hétérosexualité, c'est attrayant aussi parce que c'est une position supérieure. Et certainement pas parce que c'est quelque chose qui apporte de l'épanouissement, du bonheur. Et c'est pour ça que c'est fragile, parce que si c'était pas placé tout en haut de la hiérarchie, je pense qu'il y a bien moins de personnes qui seraient hétérosexuelles. J'ai beaucoup d'amis en couple hétéro dont les hommes se sentent extrêmement menacés par moi, par ma simple présence. Et je le ressens aussi quand je suis avec eux, donc ça me met dans une posture où je suis particulièrement mielleuse et particulièrement agréable vis-à-vis d'eux, parce que je sens très bien qu'ils se sentent menacés par moi. Et ils ont l'impression, si ma femme ou ma copine passe trop de temps avec elle, ça pourrait éventuellement mener à des conflits ou, dans un cas extrême, la séparation. Et je vois aussi, j'ai une amie qui était très proche, on n'est plus en contact, mais vraiment une amie d'enfance avec qui j'étais extrêmement proche. Et elle s'est sentie très menacée par tout mon processus, parce qu'elle aussi, quand on était en début de vingtaine, un jour elle m'appelle en pleurs et elle me dit
Ouais. En fait, je t'appelle, mes doutes reviennent là. C'est assez horrible en fait. J'arrive pas à m'enlever la tête. En fait, je crois que je suis lesbienne. Ok. Alors, pourquoi tu dis ça ? Non, mais il y a trop. Enfin, là, il y a trop d'indices pour que. En fait, je fais des rêves érotiques avec des femmes tout le temps. La dernière fois, on était avec Lola. Et en fait, on s'est touché les seins et genre c'était trop bien. J'ai vraiment trouvé ça trop bien. Et du coup, je pense que c'est ça. En fait, je pense que je suis lesbienne et vraiment, je sais pas ce que je vais faire. Donc elle s'est mise en couple, elle a eu 2 enfants, et à partir du moment où elle a eu son premier enfant, on a eu une discussion où on était dans la cuisine et moi je venais de me séparer. Donc j'étais avec mon enfant aussi petit, qui avait 3 ans et demi. Et elle me dit ça va pas du tout avec Cyril, je me sens pas du tout attirée par lui. Et je lui dis mais d'accord, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'attirent ? Elle me dit bah oui, les femmes. Donc je lui dis bah vas-y, essaye. On en a parlé et à partir de ce moment-là, j'ai vu qu'elle s'est complètement fermée. Et notre relation s'est détériorée depuis ce moment-là. Je voyais qu'elle évitait totalement de me parler de ses problèmes de couple, par exemple. Elle essayait de créer une barrière entre elle et moi parce qu'elle se sentait menacée par mon cheminement et que ça pouvait éventuellement avoir un impact sur elle à un moment donné. La menace lesbienne, elle est bien là. La menace lesbienne, elle est présente pour les hommes en relation, et pour les hommes tout court. C'est-à-dire que les lesbiennes sont menaçantes pour le patriarcat. Les lesbiennes sont menaçantes pour le patriarcat parce qu'elles remettent en cause l'accès sexuel des hommes aux femmes, à toutes les femmes. Et ensuite, elles remettent en question la hiérarchie homme-femme et le fait que les femmes, les lesbiennes, elles aiment les femmes. Dans une société qui n'aime pas les femmes. Dans une société misogyne qui n'aime pas les femmes. T'as jamais eu d'amoureux ? J'ai jamais couché avec un garçon, non. Enfin, pas de manière consentie, en tout cas. Ah, tu crois que ça a joué ? Quoi ? Ce qui m'est arrivé quand j'avais 12 ans ? Ouais. C'est difficile à dire, ce qui a joué. Je sais pas si on peut dire que c'est une conséquence directe, mais peut-être. J'ai été incestée par un membre de ma famille très proche depuis mes 3 ans et jusqu'à mes, 11-12 ans, je pense. C'est difficile pour moi de savoir exactement quand ça s'est arrêté. Et ça a façonné absolument toute mon enfance. Et donc, c'est impossible pour moi de séparer cet inceste de ma sexualité à l'âge adulte et même à l'adolescence, etc. Et ce que je peux voir, c'est que on pourrait s'imaginer que quand on a vécu un inceste si tôt et pendant si longtemps, on va développer un dégoût justement pour le corps masculin, etc. Moi, ça n'a pas été mon cas. Mais ça a impacté ma manière de me voir avec les hommes, mon rapport aux hommes, et je pense avec un désir aussi de reprendre le pouvoir et de ne plus être dans l'impuissance. Je sais juste que pour moi, le corps des femmes n'est pas une menace. Je pense aussi qu'on ne peut pas en fait dire que ça n'a rien à voir, parce que très clairement, on voit que dans les communautés queer, statistiquement parlant, il y a une prévalence en fait des personnes qui ont vécu des violences sexuelles dans l'enfance. Et en même temps, je vois que souvent on en parle d'une manière en disant « Ah bah oui, forcément, elle a eu des agressions sexuelles, donc elle est devenue lesbienne », un petit peu par dépit, c'est-à-dire que malheureusement, ce n'est pas possible pour elle d'être avec des hommes, donc elle va vers les femmes. Ça la pathologise en fait. La queerness, ça pathologise le fait de ne pas être hétéro, alors qu'en fait, moi je trouve que ce qui est très pathologique dans notre société, c'est la manière dont l'hétérosexualité est vécue.
Et ce que j'ai vu aussi, c'est que mes relations aux femmes ont apporté énormément de guérison, en fait, pour moi. Parce que je pense qu'il y avait cette perception. D'ailleurs, c'était pas la première fois. J'ai eu plusieurs copines avec qui j'étais qui me l'ont dit. Dans l'intimité, en fait, à me dire, mais oui, je ressens, en fait, je ressens ces traumatismes, je ressens ce que tu as vécu à des époques où moi, j'avais occulté. Donc ça a joué un rôle important et c'était, en fait, pour aussi reprendre ma place. C'est-à-dire reprendre une place qui n'est pas définie par les actions, le regard d'un homme. C'est à la fois un soulagement et une joie d'être lesbienne. Split, une série réalisée par Iris Bray. Le lesbianisme politique, c'est un courant féministe qui en fait voit la relation hétérosexuelle comme le pilier du patriarcat. Et en fait, ça part du principe qu'une vraie libération féministe va aussi passer par un séparatisme. C'est-à-dire qu'il va falloir désintégrer la relation intime hétérosexuelle du système d'oppression patriarcale. Alors dans les faits et en pratique, ça veut dire qu'il va falloir s'extraire de la dépendance sexuelle et émotionnelle des hommes, qui est totalement imbriquée avec la dépendance financière, économique et politique. C'est-à-dire que voilà, ça fait un tout, mais cette dépendance, il faut passer par par une émancipation qui passe justement par un lesbianisme politique, c'est-à-dire de se retourner vers les femmes pour le plaisir, pour la sexualité, pour le romantisme, les histoires d'amour, en fait, se retourner vers les femmes. Et il y a un aspect important du lesbianisme politique qui n'est pas forcément dit aussi toujours de manière explicite, mais c'est le fait dans une société patriarcale, de redonner l'amour aux femmes, de nous redonner l'amour à nous-mêmes. Parce qu'une société patriarcale se nourrit aussi de l'amour constant qui est donné aux hommes et qui est un amour complètement asymétrique et pas réciproque. C'est-à-dire que l'amour que reçoivent les hommes dans la société patriarcale n'est pas donné à hauteur égale aux femmes. Parce que je dirais, ce n'est pas un problème à la base. En fait, je veux dire, si les hommes reçoivent beaucoup d'amour, c'est très bien. Mais l'amour donné aux hommes, ça passe aussi par un désamour des femmes. Ça passe par une dévalorisation des femmes, par la misogynie en fait. Le patriarcat, c'est vraiment toujours cette danse entre la haine des femmes et l'amour des hommes. Et on parle bien trop souvent de la haine des femmes en décrivant le patriarcat comme un système qui déteste les femmes, mais c'est aussi un système qui adore les hommes, qui les met sur un piédestal. Et donc, l'idée dans le lesbianisme politique, c'est aussi de vivre cet amour, en fait, de redonner l'affection, la douceur, le plaisir, la considération, en fait, aux femmes, et que ça passe par nous-mêmes, en fait, que nous-mêmes, on donne aux autres femmes cet amour. Donc, en fait, c'est une idée, moi, que je trouve très belle, qui a été extrêmement critiquée. Le présupposé, c'est qu'on peut choisir sa sexualité. C'est-à-dire qu'on peut décider de devenir lesbienne. C'est une décision. Alors après, on va se dire, si on peut décider d'être lesbienne, ça veut dire qu'on peut décider aussi d'être hétérosexuel. Donc les gens qui disent « Ah, born like this », donc oui, je suis née comme ça, je peux rien changer, c'est pas vrai, puisqu'on a un certain pouvoir de décision sur notre sexualité. Alors, oui et non. Oui, parce que dans une société où on est endoctriné à l'hétérosexualité, on nous laisse assez peu de choix. C'est comme si on cultivait en fait une préférence sans qu'on en ait conscience et ça nous bloque toute une autre partie du désir qui pourrait aussi se développer, naître, être exploré, etc. Donc en fait, quand on dit qu'on peut devenir lesbienne, ça veut juste dire ouvrir cette partie qui a été endormie, qui a été anesthésiée, on va dire plutôt, qui a été stigmatisée. Donc ça ne veut pas dire que quand on est gay et quand on est lesbienne, on peut décider d'être hétérosexuel, puisque si on en est arrivé jusque-là, à vivre ses désirs dans une société qui les diabolise, qui le représente comme étant déviants, comme étant des pathologies. Alors oui, ça veut dire qu'il a fallu passer par un long processus d'introspection, un long processus de deuil aussi. Donc on ne peut pas comparer les thérapies de conversion qui disent, donc si on est gay et lesbienne, il suffit de faire une petite thérapie pour devenir à nouveau hétérosexuel. Comparer ça avec le lesbianisme politique qui dit essayons de nous désendoctriner, essayons d'explorer des parties de nous qui ont été anesthésiées. J'entre dans la pièce. Elle est debout, le dos tourné, une femme forte en habit de travail. Elle se tourne vers moi.
J'ai attendu. J'ai besoin de savoir que mon arrivée est importante à ses yeux. Elle s'approche de moi. Je ferai ce que tu veux. Je le ferai mieux que personne et tu me donneras tout ce qui est possible en toi. Tu te déverseras dans mes mains et je te garderai ouverte. Je l'aime pour ses paroles, pour sa compréhension de mon désir et pour avoir suffisamment de prévenance à mon égard pour agir. Nous sommes seuls dans cette pièce. Nous avons laissé dehors tout ce que nous avons réalisé, tous nos autres pouvoirs. Joan Nessel, ce qu'elle me donne quand elle me prend. Alors, j'ai pas peur des hommes et j'ai jamais eu peur d'eux. Enfin, je dis ça. Est-ce que c'est vrai ? En fait, si, bien sûr que j'ai une peur des hommes comme toutes les femmes. En fait, on vit avec ça, mais en fait, ça a été une libération de ne plus avoir à relationner avec eux. Ça renvoie au continuum de Adrienne Rich, qui parle justement du continuum lesbien. Et donc, elle parle de ce continuum en tant que le fait de relationner avec des femmes. Donc, pas forcément de manière romantique et sexuelle, mais que on va développer une profondeur de relation, un intérêt accru pour les relations entre femmes et on va les valoriser. Donc, j'ai mon fils, j'ai mon ex-mari. Et voilà, dans le milieu professionnel, je vais avoir des rapports avec les hommes, ou alors par exemple dans ma famille, mes beaux-frères, avec qui je vais bien m'entendre, etc. Mais dans ma vie intime, les relations profondes que je vais avoir, et émotionnelles, ça va être des relations avec des femmes. Et ça a changé le fait que justement, même mes relations romantiques, sexuelles, soit avec des femmes, ça m'a libérée en fait. Je pense qu'il y a aussi des ponts qu'on puisse créer avec d'autres identités, comme par exemple les femmes qui sont child-free, donc qui n'ont pas d'enfants, ou alors qui refusent de se soumettre à la norme hétéropatriarcale et qui décident de rester célibataires, par exemple. Et donc, du coup, je pense qu'il y a un lien aussi, parce que moi, ce que je vis aujourd'hui, donc là, aujourd'hui, je n'ai pas de relation, je suis célibataire pour la première fois depuis de longues années, même si c'est inconfortable parfois, mais j'apprécie énormément parce que je pense que c'est les moments de ma vie où je me sens le plus... où je peux vraiment suivre mon chemin, en fait. Et là, je reconnais que je partage cette existence avec d'autres femmes qui ne sont pas forcément queer, mais qui décident, en fait, de s'extraire de cette injonction à vivre en couple, à vivre avec un homme, à avoir des enfants. Donc moi, j'ai mon fils qui est là avec moi, mais par exemple, à la mort de mon deuxième enfant, je voulais absolument avoir un autre enfant. Et en fait, la vie a fait que j'en ai pas eu et que j'ai décidé aussi activement, je me suis dit, allez, je renonce, je n'aurai plus d'enfants. Donc voilà, de partager, c'est une forme de liberté, mais ça a un prix, c'est-à-dire que c'est jamais... il faut toujours peser, savoir ce qui est plus important pour nous. Par exemple, moi, je sais que je suis avec mon fils et j'organise tout avec lui. Là, on part en vacances, c'est moi qui conduis, c'est moi qui monte la tente, c'est moi qui... quand on part en rando, c'est moi... Donc, on part avec un âne souvent, donc c'est moi qui m'occupe de l'âne, c'est moi qui fais le petit-déj, c'est moi qui fais ci. Mais en même temps, voilà, il y a une forme de liberté que je pourrais pas vivre sinon. Et voilà, et en fait, je me rends compte que non, c'est pas possible pour moi d'être dans ce rôle de mère normée, parce que je suis une mère. Enfin, je suis dans mon rôle de mère, de toute manière, j'ai un enfant. Mais pas forcément le rôle qu'on attendait de moi, parce que j'ai une garde partagée, par exemple, donc une semaine, je voyage beaucoup, ou voilà, j'ai une carrière qui me prend du temps, donc des choses comme ça, en fait. C'est lié aussi à mon processus d'éveil queer. C'est lié à ce processus de libération qui n'aurait très certainement pas eu lieu si ça n'avait pas été pour explorer ma vie lesbienne. C'est vrai que, est-ce qu'il y a vraiment une communauté queer ? Ça, c'est aussi la question, parce que c'est un peu un mythe parfois, de se dire, qu'est-ce qu'on comprend dans communauté ? Les communautés, c'est toujours en fait les minorisés. Par exemple, quand je pense à la communauté juive, il y en a plein en fait, des communautés juives. Et c'est pareil, la communauté queer, il y en a plein. Donc, j'ai jamais ressenti cette idée de, tu vas faire ton coming out et tu vas être accueilli par une entité, limite une institution qui va te mettre un petit tampon quelque part et ça y est. Et je pense que c'est quelque chose qui suit beaucoup de personnes qui sont en processus d'éveil, donc j'appelle ça le queer awakening, plutôt que le coming out, en fait. C'est vraiment genre un processus d'éveil à soi-même.
Et donc pendant cet éveil, ce qu'on attend, c'est d'être reconnu par une communauté qui va nous accueillir, qui va nous voir, qui va nous dire je sais qui t'es et je sais que t'as pas pu te montrer pendant beaucoup d'années, mais maintenant on te voit. Et moi je sais que je l'ai vécu, ce sentiment d'appartenance, ce besoin d'appartenance. Et ça fait partie pour moi aussi, le processus d'éveil queer, c'est de renoncer à ça. Plutôt que de se lancer dedans, de renoncer en fait, d'accepter qu'il n'y a pas cette communauté, que ça n'existe pas. Il va y avoir des gens qui vont partager des formes d'expérience. Il va y avoir forcément, quand on est à la Pride ou quand on est à certains événements, il y a cette... on va se sentir appartenir à un certain mouvement, à une certaine identité, mais c'est des moments. C'est pas quelque chose qui va rester tout le temps. C'est pas une famille, par exemple. Mais cette famille, elle peut être créée avec des amis, avec... moi, je sais que j'ai ça, j'ai ma communauté à Berlin où on va faire des retraites de méditation ensemble avec nos enfants. Et je sais que nos enfants, ils savent très bien que toutes nos mamans, elles sont toutes lesbiennes. Et ça va être des espaces pour eux aussi pour vivre cette réalité à plusieurs. Parce que la plupart, c'est des enfants uniques. Donc justement, ils ne peuvent pas partager ça avec des frères et sœurs. Et donc, c'est des espaces où il va y avoir cette expérience commune. Mes amis sont les personnes les plus importantes de ma vie. Et je rêve que ce lien soit reconnu et protégé. J'aimerais vivre avec mes amis, bâtir des maisons ouvertes où nous pourrions habiter conjointement en préservant le silence et la solitude de chacune, créer de nouvelles familles, imaginer d'autres sociétés et peut-être y travailler vraiment. Plus tard, je voudrais vieillir avec elles, construire une maison de retraite qui nous laisserait libres, et quand je serai morte, que mes objets leur reviennent. Mais rien n'est prévu pour ça. L'époque dans laquelle nous vivons a fait de la famille mononucléaire son entité de base. Alors nous sommes obligés d'improviser et de faire avec ce qu'on nous a laissé. Hélène Giannettini, un désir démesuré d'amitié. Justement, on a eu un projet d'habitat commun. Donc, c'était un projet d'habitat communautaire. Ça aboutit jusqu'à la dernière minute. Ça n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu des problèmes administratifs. Mais on avait tout un immeuble ensemble avec chacune un appartement. Et on voulait mettre en place une vie communautaire. On n'a pas abandonné le projet. Moi, j'aimerais bien le faire à la campagne. On continue d'y penser pour nous, pour quand on sera âgé. Et donc, c'est vrai que la vie en communauté, ça fait aussi partie de la déconstruction de l'hétérosexualité. Ça fait partie de déconstruire l'idée que le soutien nous vient forcément de notre conjoint, de la personne avec qui on va avoir des relations sexuelles fréquentes. Vraiment, est-ce que c'est ça, hein? Et que le soutien, la communauté, le soutien, le care, en fait, c'est quelque chose qui dépasse cette notion de famille nucléaire. Mais ça se met en place et c'est vrai que ça va à l'encontre de toutes les structures sociétales. Par exemple, faire un prêt pour acheter un terrain avec plusieurs amis, ça se fait totalement. Mais je veux dire, on va être tout de suite un petit peu refroidi par l'idée en se disant « Ah, mais qu'est-ce qui se passe si on se dispute ?» Bon, on ne se demande pas ça quand on fait ça avec notre conjoint ou notre conjointe. Quand c'est un couple, on le fait et puis s'il y a un conflit, on trouve des solutions. Alors qu'en amitié, on a toujours l'impression que... Là, ça va être beaucoup plus compliqué, donc il y a plus de réticence à mener à bien ce genre de projet, mais aussi parce que ça implique en général plus de 2 personnes. C'est-à-dire qu'un conflit à 2, ça paraît moins compliqué qu'un conflit à 6. Et ça l'est, d'ailleurs. Ce sont des obstacles, je pense que c'est important de les prendre en compte, mais c'est important aussi de ne pas se laisser intimider par ces obstacles en se disant qu'ils sont insurmontables. Je veux dire, la vie à 2, il y a des obstacles parfois complètement insurmontables qui mènent à la séparation. Et pour autant, ça ne nous fait pas remettre en question le modèle de relation monogame. Je me suis identifiée tout au cours de ma vie en tant que hétéro, en tant que bi, en tant que lesbienne, en tant que queer et en tant que pansexuelle. L'identité lesbienne politique, en fait, c'est une identité, pour moi, c'est un positionnement politique qui correspond tout à fait à mes préférences sexuelles et ma vie, mon style de vie, mes choix de vie, mon projet de vie. Et en même temps, c'est vrai que si je vois mon attirance sexuelle de manière
purement justement une orientation, en fait, je dirais que je suis vraiment attirée par absolument tous les genres. J'ai pas de limitation par rapport à ça. Donc, suis-je lesbienne ? En fait, c'est la question qui est importante et pas la réponse. Et là, aujourd'hui, j'ai même pas besoin de réponse à ça, c'est-à-dire que je vois comment j'ai déconstruit l'hétérosexualité en tant que régime politique, en tant que norme culturelle, en tant qu'injonction sociale. Et ça me suffit, en fait. Moi, j'aime bien laisser cette question ouverte. Donc, c'est ce truc de fluidité, en fait, que je commence à vraiment incarner, accepter, sans avoir le besoin, en fait, de me définir. Mais en fait, si j'avais été donc hétéro toute ma vie, en couple avec des mecs toute ma vie, en relation sexuelle avec des mecs toute ma vie, j'aurais pas pu dire ça aujourd'hui, en fait, parce que ça relève du fantasme et ça relève aussi d'un désir hypothétique ou alors même concret, mais je veux dire sans la matérialité de l'expérience. Et je pense que la matérialité de l'expérience lesbienne, elle est importante, en fait. Elle a été primordiale dans mon processus et ça a été très très important pour moi de passer par cette rencontre, en fait, à moi-même, et puis cette exclusivité totale aux femmes, en fait. Cet amour des femmes exclusif, c'est-à-dire où les hommes ne jouaient absolument aucun rôle. Tout le monde devrait se poser cette question à un moment donné. Suis-je lesbienne ? Suis-je gay ? Suis-je queer ? En fait, on devrait tous et toutes remettre en cause l'hétérosexualité. On ne devrait jamais voir l'hétérosexualité comme une évidence. Suis-je lesbienne est une série documentaire de Rio Indigo et Naomi Titi, diffusée dans Le Cœur sur la table, un podcast de Victoire Tuaillon produit par Binge Audio. Récit, Rio Indigo. Supervision de production, conduite d'entretien, montage et écriture, Naomi Titi. Prise de son, réalisation, mixage et musique additionnelle, Paul Berthiaud. Développement de projet, Victoire Tuaillon et Naomi Titi, avec la participation de Lucille Leboutet. Assistance de production, édition et communication, Marie Foulon. Identité visuelle, Lise Niederkorn. Marketing, Jeanne Longhini et Lise Niederkorn. Direction de production, Alban Philly. Rédaction en chef, Thomas Rozek. Je suis Naomi Titi et je remercie Victoire Tuaillon de m'avoir permis de co-signer ce documentaire dans ce podcast. Merci à mes amies lesbiennes et à mon amoureuse pour leur soutien indéfectible, pour leur force révolutionnaire lumineuse. Et surtout, merci à Rio Indigo de s'être livré à mon micro avec tant de générosité et avec une telle confiance. Merci à Victoire Tuaillon de m'avoir invitée à participer au podcast. Merci à Naomi Titi pour l'écriture et le montage et les super conversations, les rires et l'ambiance très intime qui m'a permis de m'ouvrir à ce point. Merci aussi à toutes les lesbiennes et toutes les personnes queer de mon entourage qui m'ont accompagnée et inspirée tout au long de mon processus d'éveil queer. Et un grand merci à la vie de m'avoir mise sur ce chemin, de m'avoir permis de tâtonner, de douter, mais de trouver ma voie et surtout d'être sortie de la matrice hétéro. C'est un grand bonheur aujourd'hui et j'en suis vraiment très très reconnaissante. Merci à toutes et tous pour votre écoute et de m'avoir suivie tout au long de ces 5 épisodes. Je suis heureuse d'avoir partagé ce pan de ma vie avec vous. Si cette série vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Écrivez-nous sur Instagram ou par mail à l'adresse lecoeur@binge.audio. On remercie également toute l'équipe de Binge Audio, mais aussi toutes les artistes, chercheuses, autrices lesbiennes et auteurs queer qui ont tissé la toile de fond de ce récit. On vous met toutes les références dans la description et plein d'autres encore pour vous plonger dans la culture lesbienne et queer. À très bientôt dans Le Cœur sur la table.